Mais salut la compagnie. Je suis Alexis Bruce et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous suivez peut-être la série de vidéos que j'ai créée nommée Anecdotes de bivouac sur ma chaîne YouTube, dans lequel je vous partage toutes mes expériences un peu loufoques et bizarres que j'ai pu vivre lors de mes aventures. Et figurez-vous que je me suis dit que ça peut être vraiment cool si, vous aussi, vous nous racontez vos anecdotes. Tout ce projet est parti depuis une annonce que je vous ai transmise via Instagram. Je vous ai simplement demandé de me transmettre, que ce soit par vocal, par vidéo ou par texte, votre histoire, votre anecdote de bivouac. Et waouh! Les amis, vous avez été vraiment nombreux à répondre à cet appel. J'avoue même que je m'attendais pas à ce que ça marche autant. D'ailleurs, pour info, si vous ne me suivez pas encore sur le réseau d'Instagram, je vous encourage à m'y rejoindre, comme ça vous aurez toutes les coulisses de mes aventures. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Alexis Bruce, c'est simple. Allez, sans plus tarder, on va passer à la première anecdote. Petite parenthèse, pour cette anecdote, je tiens à m'excuser car j'ai complètement zappé le nom de la personne qui m'a raconté cette histoire. J'arrive plus à retrouver son message ni rien, heureusement je l'ai enregistré pour que je puisse vous le transmettre. Mais je sais plus à qui appartient cette anecdote, donc voilà. Si tu te reconnais, fais-nous signe en commentaire. Salut, est-ce que tu vas bien? Très bien, merci. Petite anecdote d'une randonnée bivouac dans les Pyrénées. C'était en 2013, mois de septembre, au départ des Granges d'Hosto. Conditions météo parfaites, direction le pic de Perdiguer, à 3222 mètres. En autosuffisance. Juste entre parenthèses, le massif des Pyrénées c'est un très beau massif, moi j'y ai été une fois pour tourner une vidéo dans laquelle je restais plusieurs jours dans une cabane au milieu de nulle part, et c'est vraiment un massif que j'aimerais explorer un peu plus et que je connais pas encore très bien. Bref, l'ascension se passe bien. Petit bivouac en solo, le premier jour, RAS. Jour 2, j'atteins le sommet. En redescendant à 2400 mètres, une cellule orageuse se forme. Elle n'était pas prévue. Il me reste ici environ 7 heures de marche. Je me retrouve dans cet orage, des grêlons, de la neige avec des rafales que j'estimais avuner à 80 km/h. Mon pauvre, je pense que t'as pas fini d'en prendre plein la face là. Les éclairs se déplaçaient en latéral et non en vertical. J'étais en plein cœur de la cellule orageuse, alors que j'avais pris tous les paramètres météorologiques en compte. J'étais trempé, pétrifié, épuisé et surtout, j'avais peur de prendre la foudre. J'ai abandonné mes bâtons de marche en carbone que je n'ai jamais récupérés. Déboussolé, je vois au loin une petite cavité rocheuse. Je m'abrite, allume un feu et je change mes habits. J'étais à environ 2000 mètres d'altitude et il était environ 16 heures. J'étais enfin abrité. J'ai vu la foudre tomber plusieurs fois, non loin de moi. J'ai quand même réussi à dormir convenablement. En me réveillant à 7h30, j'ouvris les yeux. Je remballe mon pactage, j'entame la descente. En redescendant au bout d'une heure de marche, la neige avait disparu. J'arrive au refuge du lac d'eau. Le propriétaire a fallu appeler le PGHM si fin de matinée, je n'étais pas rentré au refuge. Alors petit message de la fin qui nous indique: je connais les pièges de la montagne, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir eu une plus grosse peur de ma vie. Heureusement, j'étais quand même équipé grand froid au cas où. Il n'y a pas de secret pour survivre à ces conditions. Être équipé. J'ai retracé les grandes lignes de cette aventure, mais surtout compliqué de décrire les émotions que j'ai ressenties. À la fois de la peur, mais aussi de l'excitation, du challenge et de l'adrénaline qui, je pense, m'a sauvé la vie. Je m'en rappellerai toujours et aujourd'hui, dès que je pars en bivouac, je redouble de vigilance sur la météo. Bonne continuation à toi. La météo change vite et on peut très vite se faire surprendre. Il faut vraiment considérer qu'un orage peut s'avérer très dangereux. On considère chaque année en France 30 décès dus à l'orage. En fait, en montagne, on a peu de visibilité sur la durée. C'est pas comme en mer où vous pouvez avoir une visibilité sur plusieurs kilomètres et avoir le temps de percevoir la masse nuageuse qui arrive sur vous. Un orage, ça se forme simplement quand l'air de l'atmosphère est instable. Les reliefs montagneux amplifient cela en perturbant les échanges de masse d'air finalement. Il faut absolument anticiper les orages. Regardez toujours la météo en avance et la veille de vous partez. Petite astuce aussi, prenez l'habitude de partir tôt en randonnée, puisque on sait que les orages se déclarent principalement l'après-midi ou en fin de journée. Alors là je vous arrête, mais il nous a dit qu'il s'était abrité sous une cavité rocheuse. Il faut savoir que la roche peut conduire l'électricité. Donc là il le mentionne pas vraiment, mais j'espère qu'il l'a fait. En gros il faut veiller à s'éloigner un petit peu de la paroi rocheuse. C'est pas parce que vous êtes dans une grotte abritée que vous pouvez pas vous prendre un éclair indirect en fait, vous faire foudroyer indirectement. Alors tu nous dis que tu décides d'abandonner tes bâtons en carbone. Ça c'est un bon réflexe puisqu'il faut savoir que les bâtons peuvent jouer en tant que paratonnerre en fait. Donc si vous êtes sur le foyer orageux, n'hésitez pas à ranger vos bâtons, enfin laisser vos bâtons de côté, voire même à laisser votre pactage un petit peu plus loin, quelques dizaines de mètres plus loin, au moins vous êtes tranquille. Autre chose, mis à part l'orage, il dit qu'il était trempé de la tête aux pieds lorsqu'il se retrouve dans cette cavité. Encore ici un exemple qui nous prouve qu'il faut absolument maintenir ses affaires au sec dans votre sac et surtout en avoir de rechange. Vous pouvez les stocker dans un sac poubelle ou dans un sac étanche, mais ayez toujours au moins un t-shirt sec
des chaussettes sèches pour pouvoir vous réchauffer plus rapidement. Vous savez que le corps mouillé, le corps humide, se refroidit 20 fois plus vite. D'ailleurs, en parlant d'hypothermie, la prochaine anecdote va vous plaire. Je vous laisse juste quelques secondes, le temps que je retrouve l'anecdote en question. Ok, je crois que cette anecdote, elle me l'a laissée, ouais c'est ça, en vocal. Allez, je vous laisse écouter son histoire. Salut, du coup je te raconte une anecdote de bivouac qui s'est passée l'année dernière. J'étais partie avec mon copain en bivouac dans le Vercors. Ok, je mets juste sur pause. Là, elle nous apprend que ça se passe dans le Vercors, donc c'est plutôt un milieu de moyenne montagne. Donc ça veut dire qu'avec pas mal de relief. Et donc qui dit montagne dit différence de température enfin des variations de température en tout cas qui peuvent être présentes. On voulait absolument y aller ce week-end-là parce qu'on se voyait ce week-end-là. Et en fait c'était super humide, il y avait neigé. Donc on avait nos duvets 0 degré, on s'était dit tranquille et tout. Et en fait c'était hyper humide, il y avait encore de la neige. Et donc on arrive donc sur la crête de la Molière. On trouve un endroit où il s'est un peu dégagé, il n'y a plus trop de neige pour poser la tente. On mange et tout mais il faisait très froid, enfin on commence à se refroidir. Là elle nous dit qu'elle se refroidit assez rapidement le soir, c'est souvent ce qui arrive parce que toute la journée on marche etc. Et même si on n'a pas assez de vêtements, qu'on n'est pas trop couvert, en fait avec l'effort physique, notre corps produit de la chaleur, donc du coup on a une sensation de chaleur. Et dès qu'on s'arrête le soir, c'est vrai que c'est assez impressionnant, surtout si en plus le jour se couche. Ok, alors qu'est-ce qui lui est arrivé? À la fois il pleuvait, à la fois la neige fondait, enfin, vraiment c'était humide. Il était à peu près 20h30, on se met dans nos duvets et tout. Et moi, donc déjà mon copain, il avait oublié son matelas de sol. Donc du coup on a mis la couverture de survie par terre. Grosse erreur. Pour essayer de faire une petite couche d'isolation. Mais lui ça le dérangeait pas trop. Comme son copain avait oublié son matelas de sol, ils ont utilisé la couverture de survie pour pouvoir s'isoler un petit peu plus du sol. Après moi j'ai souvent eu tendance à voir que la couverture de survie, elle l'isolait de la remontée d'humidité, donc de la remontée d'eau. Par contre au niveau de la fraîcheur, t'as la même température quoi. Donc si le sol est frais, toi tu auras froid aussi quoi. Allez on continue. C'était de la marque Husky, c'est du synthétique. Mon copain avait de la plume. Ok. Et en fait j'étais genre vraiment couverte à l'intérieur, j'avais vraiment mis le plus de couches possible. Et impossible de me réchauffer, je tremblais, genre il y avait l'humidité, il faisait de plus en plus froid. Je voyais qu'en fait c'était un peu un mensonge, le 0 degré valait pas vraiment 0 degré. Il y en a un des deux qui a un sac de plumes, en garnissage plume, et l'autre en synthétique. Faut savoir que le garnissage plume pour l'hiver, moi je le recommande pas trop parce qu'il craint beaucoup l'humidité. S'il est mouillé, et bon bah vous savez que l'hiver il y a souvent de la neige, de la pluie, de l'humidité, c'est plus humide en tout cas que l'été. En fait le sac de couchage est mort, enfin il vous servira à rien. Alors que le garnissage synthétique, même mouillé, il aura une plus grande capacité thermique. Et donc là je dis à Théo mais ça va pas être possible de passer la nuit et tout, enfin là j'en peux plus et tout. Mais il était déjà 21h, il faisait super nuit. Donc là j'appelle au téléphone un ami, enfin une amie qui connaît bien la région. J'appelle le joker au téléphone. J'appelle carte joker. Du coup il me dit là il y a tel refuge etc. Donc je dis bon bah ok on va y aller. Et du coup j'appelle le refuge ensuite au téléphone et ils me disent oui on a de la place, on bouge un peu dehors, donc on ressort toutes les affaires et tout, donc grosse galère. Et donc il faisait noir. Faut le savoir, on n'avait qu'une seule frontale pour deux parce que j'avais oublié la mienne. Enfin vraiment on est parti un peu à l'arrache. Et donc ensuite une fois rempli la tente, on commence à marcher. Donc une frontale, le sol qui glisse, on est sur une crête donc faut faire super gaffe parce qu'il y a le précipice qui est pas loin. Ouais. On est sur une crête, ça glisse, il y a de la boue et de la neige. Wow. Donc là ils prennent la décision de partir comme elle nous le dit. Ça peut être une bonne décision si vraiment on voit qu'on a froid, qu'on n'a pas passé la nuit, qu'on est congelé, qu'on approche limite de l'hypothermie. Après je pense qu'ils auraient pu trouver d'autres solutions parce que là on est en train de nous dire que c'était quand même pas mal dangereux pour le retour quoi. Donc là ils sont de nuit, ils connaissent pas le terrain, ils ont qu'une frontale, ils ont pas beaucoup d'expérience. Donc ils ont plus de chances de se paumer que je pense de risque vraiment réel d'hypothermie. Alors après ils auraient pu trouver d'autres solutions telles que je sais pas avec leur réchaud, faire une petite source de chaleur pour se réchauffer, faire un petit peu d'effort physique tous les deux ou par autre moyen pour pouvoir se réchauffer, créer de la chaleur et pouvoir dégager de la chaleur dans un sac de couchage quoi. Voilà. On arrive enfin au refuge et la dame était vraiment très sympa parce qu'elle avait la responsabilité de nous en fait, elle pouvait pas nous laisser dans la nature. Il y avait un poêle de cheminée, il faisait chaud. Bon bah voilà, elle vient de faire la pub pour le gîte de la Molière, si vous passez par là-bas dans le Vercors, vous savez que c'est une bonne adresse. Et voilà, bien faire penser à son matos et tout. Et prendre le matériel adapté, c'est hyper important.
et pas partir à l'arrache. Cool cette anecdote et voilà encore une fois la morale de la fin, elle le dit très bien, c'est que préparer son itinéraire, enfin préparer son aventure, etc. Regarder, checker la météo et tout. Le matériel c'est quand même essentiel. On a beau dire que les connaissances ça passe au-dessus, etc. Si on a du matériel qui est pas adapté ni rien, ça peut vraiment être dangereux. Voilà, vraiment un grand merci à toi pour cette anecdote qui est vraiment plutôt sympa. Je vous encourage du coup fortement à aller regarder une vidéo que j'ai sortie il y a très peu de temps, dans lequel je vous donne toutes les astuces pour que vous puissiez partir en bivouac l'hiver. Voilà, je vous le mets quelque part dans la vidéo, mais vous allez voir, ça peut très bien vous intéresser. Alors là, c'est une vidéo, moi je vais la regarder sur mon smartphone, vous la verrez en grand écran, mais voilà, puis je réagirai directement. Déjà, juste avant qu'il commence, moi j'adore sa petite décoration et son gros bouclier viking là sur le mur. Franchement, bien joué. C'était en automne, forte pluie, temps très humide, donc pas facile. J'étais tout débutant étant donné que c'était mon tout premier, j'avais pas de matériel du tout. Eh bien écoutez, on est parti pas très loin, on a fait environ 2h, 2h30 de marche et on a trouvé un spot vraiment sympa avec un terrain un petit peu en terrasse, c'était vraiment cool. Le temps était un petit peu dur à gérer étant donné qu'on n'avait pas beaucoup de matériel, la pluie était quand même un petit problème, cependant ça ne nous a pas empêché de réussir à faire du feu. Donc aux alentours de 19h, quelque chose comme ça, il faisait déjà bien nuit. Et donc on est autour du feu comme des gamins hyper contents. Et au bout d'un moment, on a eu un gros coup de flip. On a entendu un hélicoptère qui est passé pas très loin et très proche du sol en fait. Donc vraiment juste au-dessus de la forêt. Donc on a eu très peur, il était un petit peu loin donc on était encore dans le doute. On s'est dit bon il est passé assez loin, c'est pas grave. Quelques minutes après, l'hélicoptère, il passe juste au-dessus de nous. Mais quand je vous dis juste au-dessus de nous, je regardais juste au-dessus de moi, il était en haut des arbres et la lumière fixée sur nous. Là, on était terrifiés. On était terrifiés, les gars, je vous raconte pas. On a pris tout ce qu'on a trouvé pour éteindre le feu au plus vite, de la terre, tout ce qu'on avait, de la flotte, tout. On a même vidé nos réserves de flotte pour vous dire. On s'est dit, ok, là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a la gendarmerie, une équipe équestre qui va venir nous dire de dégager tout simplement. On avait hyper peur quoi. Et donc on a éteint le feu et on était vraiment sur le bord. On n'avait pas de quoi faire à manger parce qu'on n'avait pas de feu tout simplement. Donc moi j'avais emmené des pâtes, j'avais emmené un petit peu de viande et on pouvait pas les faire. Donc on avait hyper faim et ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on l'a mangé cru. On n'a pas le fin mot de l'histoire, on sait pas vraiment pourquoi cet hélicoptère passe par là. On sait qu'il passe quasiment tous les soirs au-dessus des forêts. J'imagine que c'est pour vérifier justement qu'il n'y ait pas deux idiots qui fassent un feu au milieu de la forêt. J'imagine que c'est pour ça, mais bon, on n'a pas vraiment de réponse. C'était vraiment super flippant, mais c'était génial. C'est une anecdote de bivouac que j'adore parce que c'était mon tout premier bivouac. On se rend compte beaucoup de nos erreurs et c'est là qu'on progresse beaucoup aussi. Donc merci beaucoup. Voilà, j'espère que cette anecdote vous aura plu. Ok, eh bien merci à toi pour ta belle anecdote. Alors pour essayer de trouver quelques éléments de réponse, toi tu nous dis que pour toi c'est parce qu'il surveillait au niveau du feu. En fait, moi, ce que j'aurais voulu savoir en plus, qui aurait pu aider à peut-être pourquoi pas à trouver une réponse, c'est déjà savoir si tu te trouvais dans un massif avec des restrictions particulières, parc national, parc régional, etc. Et également si tu te trouvais, mais j'ai pas l'impression, dans une région dans le sud, quoi. Donc une région qui est soumise à des périodes de sécheresse assez régulières. Il faut savoir qu'au niveau de la législation, pour information, le feu est autorisé avec l'accord du propriétaire et il faut qu'il soit à une distance de plus de 200 mètres d'une forêt. Et ne comptez pas du tout à faire du feu dans des régions du sud, etc., bien sèches et arides, parce que là c'est même pas la peine. Si vous faites choper, c'est 135 € d'amende. Là en plus tu nous dis que c'était la saison automnale, donc une saison assez humide. En plus même toi tu nous dis que c'était avec pluie, etc. Donc je vois pas pourquoi les mecs iraient survoler pour garder pour garder le feu, quoi, pour regarder s'il y a pas un départ de feu ou. C'est vrai que c'est quand même étrange cette histoire. Hein. On a envie de savoir, on a envie de comprendre, c'est sûr. Enfin bref, étrange histoire. Allez, on passe tout de suite à la suivante. Salut Alexis, ici Mathieu. L'anecdote que je vais raconter, je pense qu'elle peut être utile aux personnes qui hésitent à se lancer en bivouac solo, de peur, d'avoir peur, et du danger, etc. J'ai décidé de partir solo, donc c'était la première fois que je dormais seul en forêt.
Donc j'avais déjà dormi seul plusieurs fois dehors, sur un terrain comme tout le monde en camping, etc. Mais jamais seul en forêt. On était donc fin octobre comme je disais, et à cette époque-là j'étais pas trop chaud pour faire des feux. Parce que voilà, je me disais que ça dégradait un petit peu le sol, il y avait ce côté c'est interdit, etc. Et donc je m'étais dit, je vais juste prendre mon réchaud et puis ça suffira. Très très bon réflexe Mathieu, tu le dis bien, le fait de faire du feu, c'est encore une fois pas obligatoire dans toutes les situations, d'accord ? Vous pouvez simplement faire à manger qu'un réchaud ou quoi que ce soit. Le feu, il faut vraiment se mettre dans la tête que ça dégrade le milieu, et nous notre objectif c'est de laisser aucune trace de notre passage. Et le feu, on sait que ça dégrade notamment le sol pour des dizaines d'années, donc évitez de faire du feu quand c'est pas nécessaire. Donc on arrive sur le lieu de bivouac, et je commence à planter ma tente, et en fait je décide d'aller faire un petit tour autour de ma tente pour voir un petit peu ce qui se passe. Et là je me ramasse pour ramasser un bout de bois, je m'en souviens, et j'entends une espèce de petit grognement. Donc je sais pas trop ce que c'est, mais bon, je panique pas, je recule tout doucement en regardant en fait l'endroit d'où venait le bruit. Et je retourne à ma tente, et puis voilà, je me dis que c'était rien. 19h30, j'ai bu ma soupe, j'ai mangé mon saucisson et je suis prêt à aller au lit. Je m'endors, et 22h, je suis réveillé par un bruit. Donc en fait j'étais en pleine forêt et sur du plat. Donc c'est vraiment, t'avais un grand espace. Et là j'entends au loin des bruissements de feuilles, donc et qui se rapprochent, et avec l'effet en fait de grand espace, le son est amplifié, t'es dans la nuit aussi, donc t'entends vraiment bien les sons qui sortent. Et là je me dis, mais qu'est-ce que c'est un troupeau de... C'est un troupeau de quelque chose en fait, j'ai l'impression d'entendre plusieurs dizaines d'individus, tellement ça fait du bruit. Et ça dépasse ma tente. Et là je me dis, bon c'est bon, je suis pas mort, ils ont pas piétiné ma tente, je sais pas ce que c'est, mais voilà, je suis encore en vie. Donc là le palpitant à 500, et voilà. Donc là on essaie de passer à la panique, parce qu'au final tu te dis que t'es au milieu de la forêt, le village le plus proche il a 1 heure de marche et tout, donc voilà. En fait là je comprends que c'est des sangliers qui sont à côté de moi. Parce que j'entends grogner, j'entends remuer la terre, donc voilà, je me dis, ils sont en train de chercher à manger. Ils sont restés 10-15 minutes, puis ils sont partis. Ça m'a permis, c'est un apprentissage qui m'a permis de comprendre 2 choses. La première chose, c'est que si l'endroit où tu choisis de bivouac est confortable pour toi, il y a de fortes chances pour qu'il soit confortable pour les animaux aussi. Et ça m'a permis de comprendre en fait que oui, ça peut être fondé, ça peut être dangereux, mais en l'occurrence, quand tu dors tranquille dans ton hamac ou sous ton tard dans ta tente, et le sanglier va pas arriver te piétiner ton abri en fait, il va juste faire sa vie et puis tourner autour de toi, et voilà. Donc voilà, c'était ma petite anecdote de bivouac. J'espère que ça pourra servir à un prochain qui hésite un peu à se lancer au bivouac solo. Et voilà, donc à plus. Très belle anecdote, bien enrichissante. Encore une fois avec une rencontre d'animaux, j'en ai reçu pas mal ça, hein, de rencontres d'animaux, surtout de sangliers notamment. On voit que tu t'es fait une petite raison après dans ta tête, etc. Et ça c'est plutôt cool de faire un petit débrief pour voir un petit peu ses erreurs et tout, et pouvoir s'améliorer. Il faut s'imaginer que dans la nature, l'homme a préféré du moins s'entasser dans des villes, hein. Donc la nature c'est plus vraiment notre milieu, c'est la place aux animaux, etc. Donc faut pas s'étonner de voir de voir des animaux, de rencontrer des animaux la nuit. Et voilà, c'est pas pour autant que ce soit des animaux sauvages qu'ils vont vous attaquer juste parce qu'ils vont vous renifler, vous sentir votre odeur en forêt. Comme il dit, ils peuvent passer, très bien faire leur petit bout de chemin. Et puis vous êtes la dernière des problèmes qu'ils ont dans leur tête, quoi. Et comme il dit, c'est plutôt une aubaine de les voir, et prenez ça comme une chance plutôt qu'un malheur. Et c'est de vivre l'instant présent. Et j'adore vraiment ce concept, les amis. Je sais pas si vous c'est la même, mais moi je m'éclate, hein. C'est vraiment trop bien. Tiens d'ailleurs, on va faire un truc. Vous allez tous ensemble voter pour l'anecdote que vous avez préférée dans toutes celles que je vous ai présentées dans cette vidéo. Et comme ça, je sélectionnerai le gagnant, et puis je lui enverrai un petit cadeau. On va faire ça. Alors rendez-vous dans l'espace commentaire. Allez, dernière petite anecdote qu'on va voir ensemble. Salut, voici une anecdote de bivouac plutôt croustillante. C'est bon ça. Nous étions avec un ami en trek dans le Mercantour, quand un orage nous a bloqués à mi-chemin entre un col et un refuge. Nous avons donc posé le bivouac à l'improviste sur une zone plate. L'orage passé, nous avons mangé et passé une superbe soirée. Nous avions bien planté la tente. J'admirais jusqu'à tard la voie lactée dans le ciel sur un gros rocher près de notre tente. Ok, donc jusqu'à là, voilà.
Moi je pensais que c'était l'orage qui allait vous bloquer, mais non, du coup. Puis très fatigué, notre première journée bien remplie, je me suis couché avec mon collègue qui lui avait décidé de dormir tôt. Dans la nuit, je me suis réveillé car je sentais le sol trembler. Waouh. C'est alors que j'ai entendu, tout près de mon oreille, un bruit d'herbe que l'on arrache. J'ai alors compris qu'une vache broutait très proche de ma tête. Rien de très grave, je réveille tout de même mon pote pour lui dire. Il décide alors de regarder par la porte de la tente ce qu'il se passe. Il se retourne, blanc comme un linge, et me passe la frontale. Regarde dehors, me dit-il. Je regarde dehors, et je vois 2 gros yeux qui brillent, surmontés de 2 grosses cornes, avec derrière un taureau de 500 kg placé à 5 mètres de la tente, debout en train de gratter le sol avec la patte. Les gars, faut courir là. Là, je regarde tout autour de nous. Et nous étions encerclés par un grand troupeau de vaches de montagne avec des grandes cornes très musclées, de belles bêtes. Dans le troupeau, il devait y avoir 3 taureaux et nous avions posé la tente dans leur couchette, bien évidemment. Dans un premier temps, nous décidons de rester dormir en pensant que ce n'était rien. Mais impossible de fermer l'œil avec des vaches de plusieurs centaines de kilos qui marchent et se frottent autour de la tente. Alors stressé par cette situation, je décide de sortir de la tente, garde la doudoune et mon sac de couchage sous le bras et je sors. Et le taureau me charge. Waouh! Je cours, je me réfugie en mode interville sur le gros caillou. Mon collègue qui était resté dans la tente finit par me suivre avec son sac de couchage. Cette histoire. Et nous voilà donc dehors où il fait nettement plus froid, un sac de couchage duvet sur un rocher très froid, pieds nus, piégés avec tout le matos dans la tente. Mon collègue a alors décidé de chercher les affaires dans la tente, tête la première, avec le taureau dans son dos. Après avoir récupéré les affaires, nous sommes habillés, avons fait les sacs, et je voulais laisser la tente, mais son propriétaire a tenu à la récupérer. Ok, pas de chance quoi, les mecs sont mis en plein dans un pâturage de vaches. Il nous a mis une petite vidéo aussi, je vous la laisse, c'est assez marrant, enfin on voit le troupeau. Ouais mais ça arrive souvent hein, généralement en randonneur de se retrouver au milieu d'un troupeau, surtout en montagne, parce qu'en fait ils sont dans les pâturages, il n'y a pas vraiment des fois de clôture en fait, donc on n'a pas l'impression qu'on est dans le territoire des vaches quoi. Mais après faut vraiment regarder au niveau, généralement tu le vois au niveau des bouses, du sol qui est un peu gratté, des empreintes que tu peux reconnaître. Des vaches, tout ça. Mais c'est vrai que là, ça a dû être hyper impressionnant de se retrouver en face de taureaux, là, ces belles bêtes, et toi, t'es comme un couillon dans ta tente. Ok, bah, j'ai rien à dire, enfin, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus, à part faites gaffe, regardez bien les traces. Voilà, bravo à eux d'avoir joué à Interville lors de leur bivouac. D'accord les amis, je vais devoir m'arrêter là parce que la vidéo va être beaucoup trop longue sinon. J'ai vraiment dû sélectionner quelques anecdotes. J'en ai reçu beaucoup, merci encore une fois de m'avoir partagé toutes ces histoires. Il y aura un épisode 2. Parce que j'ai pas envie de laisser les autres histoires de côté, etc. Ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas passé dans cet épisode, vous passerez peut-être dans notre épisode. Dites-moi surtout en commentaire si vous avez aimé ce concept. Moi ça m'a vraiment plu et j'aimerais donc encore une fois refaire un 2e épisode. Commentez la vidéo pour nous dire ce que vous en pensez et pour participer au jeu là, enfin sélectionner la meilleure anecdote que vous avez préférée dans cette vidéo. Tu peux encore m'envoyer ta petite anecdote si tu veux tenter de participer pour les prochains épisodes, et bien dans le mail qui est dans la description. Sur ce, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode inédit. C'était Alexis Bruce, ciao.